bienvenue dans la matrescence. Vous écoutez l'épisode 138 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. No big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. L'écologie est devenue un sujet central dans nos vies de tous les jours. Parfois angoissante, cette thématique n'en reste pas moins primordiale pour l'avenir des futures générations, c'est-à-dire nos enfants. Évidemment, personne n'est irréprochable quand on parle d'écologie et l'inertie peut vite nous gagner par peur de mal faire. C'est là que la magie et l'innocence de l'enfance interviennent. Les enfants aiment apprendre et partent sans préjugés quand on leur présente un sujet. Dans cet épisode, Mélanie Courrière, formatrice auprès des enfants pour les sensibiliser à l'écologie, vous fait découvrir les façons ludiques et positives d'amener vos enfants et vous-même à prendre soin de la planète et notamment des ressources comme l'eau. Elle apporte un regard fun, déculpabilisant et surtout motivant pour simplement se reconnecter à la nature, la première étape de toute prise de conscience. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mélanie. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ton intérêt pour l'écologie ? Est-ce que c'est quelque chose d'il y a très longtemps de l'enfance ou très récent ? Alors c'est plutôt récent. Moi dans mon enfance, j'ai grandi à moitié à la campagne avec mes grands-parents, enfin à moitié, j'allais souvent à la campagne avec mes grands-parents. Donc j'avais quand même cette sensibilité-là à la nature, à beaucoup aimer ça, à la culture, etc. Mais j'ai pas été plus que ça sensibilisée, comme beaucoup de gens de ma génération d'ailleurs. Hein. C'était une thématique un peu latente et à l'époque d'ailleurs les politiques essayaient un peu de nous cacher tout ça. Par contre, ces dernières années, alors évidemment c'est quelque chose qui est vraiment au devant de la scène, on va dire. Et moi j'ai eu une prise de conscience à la naissance de ma fille, donc il y a un peu plus de 7 ans. J'ai eu cette grosse prise de conscience, alors qui a été quand même assez violente du coup, parce que j'ai tout pris en pleine face. Donc on va dire que c'est plutôt récent et que c'est très lié à mes enfants et à l'avenir, parce que finalement quand on n'a pas d'enfants, moi en tout cas je trouve que je vivais beaucoup au jour le jour aussi, je me posais des questions sur l'avenir, mais à partir du moment où j'ai eu mes enfants, je me suis projetée beaucoup plus loin. Et là je me suis dit mais mince, mais en 2050 en fait, à l'âge... quand ils auront mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, mais à quoi va ressembler leur planète, leur vie, etc. quoi. Et là, ça a été assez violent. C'est Julie que j'ai interviewée dans mon podcast pour parler d'écologie aussi. Elle parle de matrescence écologique. Ouais, tout à fait. Que quand on devient parent, on a vraiment cette révélation de « Wow, l'écologie, c'est important en fait ». Ouais, c'est clair. Et ben, je me retrouve très bien dans ce terme aussi. Alors par contre, on peut donc prendre conscience de ça en tant que parent et se dire qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'adulte, mais toi, tu as choisi un autre angle. Tu as choisi l'angle des enfants. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée du coup à ce thème-là via le prisme des enfants ? Alors, pour plein de raisons. Un contexte aussi qui était assez particulier. Donc pour faire le petit récap rapidement, donc moi j'ai eu ma fille en 2015. J'ai eu cette prise de conscience écologique et nous, au niveau de la famille, on a commencé à mettre des choses en place. Alors au début, j'ai essayé de faire plein de trucs et j'étais un peu découragée en me disant mais en fait je fais tout mal. Et à force de discuter et de me renseigner, je me suis rendu compte que finalement les habitudes ça s'ancre petit à petit. Donc on a mis en place des choses nous personnellement à la maison avec notre entourage petit à petit. J'avais besoin
d'être au-delà de faire des petits gestes avec remplacer nos bouteilles en plastique par des gourdes, etc. J'avais besoin de me sentir vraiment aussi actrice. Et j'étais en pleine réflexion aussi, moi, sur ma carrière professionnelle. À l'époque, je travaillais en agence de communication. J'avais un super job qui me plaisait, mais je passais énormément de temps dans les transports ou en voiture. Ma fille, j'allais la récupérer à 19h à la crèche. Je la voyais pas. Et du coup, j'étais quand même en pleine réflexion sur une transition de carrière, une reconversion. Un peu naturellement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce besoin de m'investir plus, de me sentir actrice et de m'engager dans ce combat qui est la préservation de la planète, pourquoi est-ce que finalement ce serait pas ma reconversion? Donc ça a trotté un moment comme ça dans ma tête. Et puis, alors j'ai pas eu de bol parce que quelques mois avant le confinement, avant de savoir qu'on allait être confiné, j'ai annoncé à mon patron que je partais, que je voulais partir, qu'on allait mettre en place un départ, qu'on allait se mettre d'accord et que ça allait se faire tranquillement. Et donc, il était convenu que je quitte l'entreprise début avril. Donc, quelques semaines après le début du confinement. Et je me suis retrouvée à la maison. Donc, entre-temps, j'ai eu mon deuxième enfant. Je me suis retrouvée à la maison avec mes 2 enfants en bas âge. Mon mari travaillait beaucoup. Et cette idée d'entreprise de me dire, je vais me former déjà en RSE. Alors, initialement, je voulais plus parler aux entreprises, me dire, je vais organiser des formations d'entreprise, des ateliers, des actions de sensibilisation, etc. Donc, j'ai prévu une formation pour ça. Et en fait, je me suis retrouvée avec mes enfants à la maison en bas âge, ma formation en RSE annulée, cette création d'entreprise un peu latente. Et en fait, je me suis dit, c'est pas grave, je me donne le temps qu'il faut, je vais mûrir l'idée, je vais me former comme je peux quand la formation sera faite à la rentrée, etc. Et en fait, à la maison, j'ai commencé à faire des activités avec mes enfants. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des activités hyper ludiques, mais d'un côté qui parlerait de ce sujet qui m'anime vraiment. Comme ça, on fait une pierre deux coups, on passe un bon moment et en même temps, je les sensibilise. Et en fait, à l'époque, il y avait rien qui existait. On n'en parlait pas. La sensibilisation des enfants, c'était, j'ai l'impression, un sujet un peu à part. Et du coup, je me suis attaquée un peu à ça en me disant, en fait, pour moi, rien que de bricoler avec des rouleaux de papier toilette, parce que c'est ce qu'on avait à la maison pendant le confinement, de faire des choses soi-même, des gâteaux, en fait, c'est déjà faire un geste pour la planète, parce que c'est déjà des emballages qu'on économise, des énergies aussi qu'on n'utilise pas. Pour la santé, c'est mieux, et puis eux, ça les éveille, quoi. Et donc, j'ai ouvert un blog. J'ai créé mon blog, j'ai partagé un peu ce que je faisais avec mes enfants. À la rentrée, parce que j'ai eu l'opportunité, j'ai commencé à faire des petits ateliers à l'école. Et en fait, je me suis dit, mais la sensibilisation des enfants, mais évidemment, en fait, alors je me suis quand même formée en RSE en parallèle. Évidemment que la sensibilisation des enfants, c'est un vrai sujet, et a priori, personne n'en parle, ou très peu de gens. Il y a des personnes qui commencent à se lancer là-dessus à cette époque-là. Et en fait, c'est de là tout est parti. Mon blog a vachement bien marché. Je faisais des ateliers à l'école, ça me plaisait. Moi, j'adore être au contact des enfants. En même temps, j'éveillais mes propres enfants qui étaient hyper réceptifs. Et le blog a vachement bien marché. J'ai créé une petite enquête auprès des parents et des enseignants qui me suivaient en disant, mais est-ce que il y a des supports que je pourrais créer qui pourraient vous intéresser? Et là est ressorti le fait de se dire, en fait, il faudrait aborder des grosses thématiques, qu'on puisse les choisir ou pas. Et c'est là où, en quelques mois, je me suis retrouvée à lancer l'abonnement et les kits, donc qui sont actuellement en ligne sur mon blog, justement pour se dire, on rentre dans des sujets plutôt précis, puisqu'on aborde quand même le réchauffement climatique, l'eau, après ça va être aussi les insectes, les végétaux, etc. Donc c'est pas que dans un souci un peu vraiment écologique, c'est vraiment la nature, apprendre à comprendre la nature au sens large. Et donc c'est de là que tout est parti en fait. Oui, c'est pas que faire sa part, c'est-à-dire trier ses déchets, ce genre de choses, c'est vraiment comprendre l'écosystème qui nous entoure. Ouais. Donc du coup, initier les enfants à l'écologie, ça passe par quoi principalement? Alors déjà, pour moi, il y a plusieurs phases, puisque quand on parle d'écologie, c'est qu'on parle de protection de la planète. Pour moi, quand l'enfant va intégrer cette notion de protection de la planète, il va déjà avoir intégré plusieurs notions auparavant. Les plus petits enfants, ils vont déjà devoir prendre conscience qu'ils sont eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment les petits enfants. Le bébé et le jeune enfant est très égocentré. Donc déjà, il faut prendre conscience qu'il existe. Et aussi prendre conscience qu'il vit et qu'il évolue dans un écosystème qui est plein d'autres êtres vivants qui ne sont pas lui, mais finalement qui crée un espèce de tout interdépendant. Il a besoin des autres pour vivre, les autres ont besoin de lui, on a besoin de la nature, la nature a besoin de nous, etc. Donc déjà, c'est une première prise de conscience, c'est d'exister et de faire partie d'un tout interdépendant. Ensuite, l'enfant, pour moi, doit prendre conscience que, en fait, la nature déjà n'est
pas un danger, parce que souvent on a ces phrases qu'on donne aux enfants, et moi la première, et je le fais toujours aujourd'hui alors que j'en ai conscience, mais on leur dit attention, ne gaspille pas l'eau, fais attention à la nature, n'arrache pas les plantes, n'arrache pas les fleurs, etc. Donc des phrases plutôt négatives. Et l'enfant des fois il va se dire oh là là, mais en fait moi je suis un danger pour la nature, ou alors la nature peut être un danger pour moi. Donc sortir de là-dedans et de se dire en fait on n'est pas un danger pour la nature n'est pas un danger pour nous. Et c'est un peu l'ambivalence de cette prise de conscience écologique, c'est de se dire qu'on est à la fois victime et coupable, mais qu'on est aussi le problème et la solution. Et ça, à partir du moment où déjà l'enfant comprend ça, c'est que oui, on est dans une situation où à la fois c'est notre faute et à la fois on subit, mais en fait les clés, c'est nous aussi qui les avons. Et l'enfant, quand il va comprendre ça, déjà il va passer au niveau supérieur de sa prise de conscience et de se dire ouais, en fait en faisant des choses, moi aussi j'ai de la nature et la nature m'aide. Et ensuite, il va y avoir cette fameuse troisième étape de devenir acteur, finalement, de ce monde qu'on a envie de se bâtir, de construire. Et à partir du moment où l'enfant, il a compris aussi son environnement, donc il va y avoir la prise de conscience, il va y avoir la phase d'apprentissage, comprendre mon environnement, mais comment ça fonctionne. Finalement, aller en forêt pour montrer les fourmilières, les arbres, la photosynthèse. L'enfant, il va avoir besoin de comprendre. Et pour moi, à partir du moment où on comprend et qu'on apprend à aimer, on a envie de protéger. Et là, l'enfant, il va avoir envie de protéger naturellement, et il va devenir acteur, et il va avoir envie de faire des choses pour la planète et pour l'écologie, justement. Donc en fait, c'est pas tellement que tu expliques les enjeux bruts tels quels, c'est en amenant avec les thèmes, les thématiques, les jeux, les amener dans la nature, en leur faisant prendre conscience à quel point c'est précieux, naturellement, ils vont avoir cet instinct de protection et donc intégrer mieux ce que tu fais passer à travers tes kits. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Moi, je pars du principe où à partir du moment où l'enfant va comprendre vraiment les processus et comment tout ça interagit, comment les éléments et les écosystèmes interagissent entre eux, naturellement, il va comprendre, parce qu'en fait, quand on lui dit, faut pas couper des arbres, la déforestation, c'est mal, etc. L'enfant, il va se dire, oui, d'accord, les arbres, c'est la nature, c'est important, mais en fait, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que les arbres créent de la photosynthèse, que c'est grâce à eux qu'on respire, et à partir de ce moment-là, il va se dire, évidemment, s'il y a plus d'arbres, je peux plus respirer, donc évidemment que j'ai envie de les protéger, ces arbres. Et du coup, c'est beaucoup plus complet. Comment est-ce que tu fais en revanche, parce que là, on parle pour des gens qui vivent pas loin de la nature, qui ont accès à des petits bois ou des forêts. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Il y a des gens qui vivent vraiment dans des environnements très bétonnés, coupés de cette réalité. Comment, pour ces enfants-là, on peut les intéresser, du coup ? Alors, pour moi, il y a deux choses. Moi, j'habite en ville aussi, on est en appartement, donc on a un balcon. Alors après, on a la chance d'avoir quand même les forêts pas loin, donc on peut toujours faire quelques minutes à pied pour aller dans une forêt ou quelques kilomètres à vélo ou en voiture pour s'y rendre. Mais c'est vrai que quand on n'a pas cet accès quotidien direct, déjà sur un balcon, on peut faire plein de choses. Nous, on a planté des tomates cerises, des fraises, on a planté des plantes mellifères, donc qui attirent les abeilles, comme ça on peut observer les abeilles. Peut-être moyen aussi de mettre un hôtel à insectes ou une mangeoire pour les oiseaux, pour les protéger en hiver. Alors déjà, ça permet de faire venir la biodiversité à nous, cette biodiversité qu'on n'a pas forcément au contact quotidien. Et la deuxième chose, c'est de se dire que j'ai pas ce contact-là, mais ça n'empêche pas à mes enfants de... J'ai eu la conversation avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me disait « mais moi, je n'ai pas cet accès ». Et elle me disait « mais par contre, je montre, on essaie d'observer beaucoup avec des petites vidéos, avec des supports, avec des livres, en fait, de montrer aux enfants ce que c'est, comment ça fonctionne. C'est pas parce qu'on n'a pas une fourmilière au pied dans notre jardin ou au pied de notre immeuble que finalement on n'a pas la possibilité d'expliquer ça à nos enfants. On peut ouvrir un livre, on peut regarder une petite vidéo explicative. Moi, avec les supports que je propose, il n'y a pas besoin d'avoir accès direct à la nature, c'est-à-dire qu'il suffit d'imprimer les fiches, et après on a tout à disposition, tout est expliqué, tout est illustré, donc on a quand même beaucoup plus de supports aujourd'hui qui existent pour les enfants, et une offre de livres qui est incroyable aussi. En quoi est-ce que c'est primordial aujourd'hui d'initier les enfants aux enjeux de l'écologie ? Alors pour moi, c'est primordial parce que aujourd'hui, nous, on se prend cette actualité, ce réchauffement climatique de plein fouet pour certains. Mais nos enfants, quand ils auront nos âges, c'est eux qui vont prendre a priori les décisions les plus complexes et les plus rudes. Et en fait, s'ils sont pas armés pour ça, déjà, ils vont avoir cette prise de conscience qui va être encore plus violente et ils n'auront pas les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Donc pour moi, c'est bien de les sensibiliser dès aujourd'hui, qu'ils aient conscience de ces enjeux, en tout cas de cet environnement, de ce climat, pour prendre les décisions plus tard,
qui soient adéquates, et même des fois les prendre aujourd'hui pour eux, parce qu'il y a déjà plein d'actions qu'ils peuvent mettre en place pour leur santé et pour la préservation de leur environnement qu'ils peuvent faire dès aujourd'hui en fait. Et ce sera même pas des questions qui se poseront quand ils seront grands, ce sera tellement naturel et induit qu'ils le feront sans se poser la question. Pour eux, ce sera pas un sujet, ce sera normal de faire ça et de prendre ces décisions-là. Comment justement on fait ? Du coup, quand nous les adultes, on connaît tous les enjeux, on sait à quel point parfois ça devient dangereux de pas s'en préoccuper. Il y a ce mot qui revient beaucoup, l'éco-anxiété. Comment on fait, nous, adultes, pour ne pas transmettre nos peurs, justement, pour ne pas tomber dans cette éco-anxiété ? Alors, en effet, l'éco-anxiété, c'est un gros sujet. Alors déjà, il faut se déculpabiliser par rapport à ça. L'éco-anxiété, c'est pas une maladie. Il y a des chercheurs qui ont fait des études et qui ont prouvé que c'était une émotion. Et c'est une émotion qui est normale parce que finalement, on va se rendre compte que notre environnement et notre écosystème est menacé, que nous, potentiellement, on est menacé et du coup, on va avoir une espèce de peur qui va naître. Alors déjà, c'est normal. Pour citer un petit exemple rapide, j'aime bien cet exemple de l'homme des cavernes. Quand il s'est retrouvé dans un environnement hostile, face à des bêtes sauvages, par exemple, il a eu cette peur au premier abord. Et ensuite, cette peur l'a conduit à mettre des solutions en place. C'est-à-dire que il s'est mis à vivre dans des cavernes en hauteur, il a créé le feu. Et tout ça, c'était pour se protéger des animaux, sauvages. Et en fait, il faut se dire que cette éco-anxiété qu'on ressent, elle est normale. C'est bon signe, ça veut dire qu'on a compris et qu'on a conscience, et que derrière, elle va nous aider à mettre en place des solutions. Donc déjà, vraiment se déculpabiliser par rapport à ce sentiment, nous, en tant qu'adultes, parce que je pense que pour aborder cette question-là avec les enfants, il faut aussi que nous, on ait surmonté cette éco-anxiété en tant qu'adultes, justement pour pas la transmettre. Et pour se dire que quand on aborde ces questions-là avec nos enfants, nous, on a conscience, on a surmonté notre éco-anxiété, on a conscience qu'en étant acteur et en parlant de ces questions-là, on a déjà fait un pas en avant. Et en fait, tout ce qu'on va se transmettre à nos enfants derrière va être plutôt tourné vers le positif. Donc pour moi, il faut vraiment faire de cette éco-anxiété pas un sentiment qu'on a envie de mettre de côté et qui va nous figer. Parce que malheureusement aussi, ça peut être la conséquence de l'éco-anxiété, c'est de se dire, je prends conscience, mais ça me fait tellement peur que j'ai un espèce de déni de cette situation et du coup, je préfère ne rien faire, ne plus en entendre parler. Il y a des enfants aussi qui observent, alors c'est beaucoup chez les adolescents, les enfants moins. Les enfants ont moins cette vision un peu holistique, moins d'éco-anxiété, moins d'anxiété. Mais on peut aussi trouver ça chez l'enfant et chez l'adolescent, de se dire, en fait, je veux pas en entendre parler, j'ai un complet déni et je fais même tout l'inverse. Il faut comprendre que quand on est acteur, on surmonte nos peurs et justement, on va de l'avant. Donc, c'est plutôt ça pour moi le message envers l'éco-anxiété, c'est plus de se dire, justement, on met les choses en place pour avancer. Et tu le dis beaucoup sur ton site, c'est la manière de parler aux enfants et d'aborder ces sujets doit d'abord aller vers le positif, en montrant tout ce qui est possible, tout ce qui est fun, tout ce qui a un impact, en fait. Ouais, c'est clair. Parce que déjà, on peut avoir un impact dès tout petit. Les enfants ont aussi une empreinte écologique et peuvent faire des actions pour la réduire. Et oui, en effet, pour moi, en fait, beaucoup de parents et d'enseignants me disent « mais je peux pas aborder ces questions-là avec les enfants, c'est beaucoup trop angoissant. » C'est angoissant pour nous, mais en fait, on a tellement de façons de le tourner pour que ce soit constructif pour nos enfants, qu'en fait, quand on se détache de ce côté qui peut être angoissant pour nous, moi, mes enfants, ils baignent là-dedans depuis tout petit. Ils sont très immergés là-dedans et très sensibilisés. Il n'y a pas d'éco-anxiété. Alors des fois, oui, il y a des questions que ma fille commence à grandir, elle me pose, mais en fait, à partir du moment où on lui explique les choses avec des mots qui sont déjà adaptés à son âge et à sa compréhension, elle va comprendre, elle va dire « ah oui, ok, alors qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution ?» Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux, hyper stimulants, hyper constructifs. Mais c'est vrai que moi, la bienveillance, c'est vraiment le maître mot de tout ce que je fais. Ouais. Alors, si on va un peu plus précisément dans les contenus que tu peux proposer, par exemple, autour de l'eau, comment on aborde les enjeux autour de l'eau et quelles activités tu peux proposer à tes enfants ? Alors, typiquement, sur le thème de l'eau, on explique un peu comment ça fonctionne, comment l'eau est importante dans notre écosystème. Donc déjà, on va aborder la question du cycle de l'eau. Finalement, comment est-ce que l'eau se transforme en nuage, puis en pluie, puis redescend sur Terre à travers les lacs, les rivières, pour se retrouver dans les mers et les océans, etc. Comment ça fonctionne ? On aborde aussi l'eau côté corps humain, que notre corps est principalement composé d'eau et que du coup, l'eau est très importante pour notre santé. Et puis, on va voir que finalement aussi, de l'eau douce sur Terre, il n'y en a pas tant que ça.
Quand on voit la Terre vue du ciel, j'aime beaucoup cette image avec les enfants, on voit la Terre vue du ciel, on a l'impression que la Terre est pleine d'eau. Mais en fait, toute cette eau qu'il y a dans les océans et dans les mers, dans nos rivières, c'est de l'eau salée. Enfin, dans les rivières, non, pardon, je dis une bêtise. Dans les rivières, c'est pas de l'eau salée. L'eau non salée, il y en a peu. Et qu'en fait, c'est important du coup de la préserver, cette eau. Justement, j'ai un kit qui est dédié à cette thématique-là. On va aussi observer le cycle de l'eau potable. Comment est-ce que l'eau, elle est extraite de nos rivières, justement pour être nettoyée, pour être injectée dans un circuit de consommation? Comment est-ce que finalement, elle arrive dans nos robinets? Et bien en fait, elle a suivi tout un circuit. Donc on observe tout ça, les centres de traitement des eaux, des choses comme ça. Et que finalement, laisser couler l'eau du robinet, ça veut dire qu'elle recoule dans nos tuyaux, qu'elle retourne dans les rivières, qu'elle est retraitée derrière. Donc pareil, c'est quand même assez important de pas la gaspiller, quoi. Et que nous, on a aussi une grande chance, c'est qu'on est dans des pays développés, dans lesquels on a un accès à l'eau qui est très facile. Il faut reconnaître aussi cette chance-là et essayer de la préserver pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et après, niveau activité, alors du coup, j'aime bien proposer des activités, des expériences scientifiques. Déjà, justement, pour observer le cycle de l'eau. Alors ça, c'est un truc que j'adore, moi. C'est justement mettre un peu la main dans le cambouis. Les enfants, ils manipulent et en même temps, ils observent les résultats de leur manipulation et ils comprennent le cycle de l'eau, ils comprennent tout ce qui est lié à la pollution des océans, la marée noire, etc. Moi, j'ai à cœur de proposer toujours des choses avec du matériel qu'on a à la maison. Il ne faut pas acheter de kits et de matériel super sophistiqué. On fait qu'avec des choses qu'on a facilement à la maison ou à l'école. Donc ça, les expériences scientifiques, j'en propose systématiquement. J'aime beaucoup ça. Et après, dans le kit sur l'eau, je propose justement des activités faciles avec de l'eau. Se dire, en fait, l'eau, à quoi ça nous sert, quand est-ce qu'on en a besoin? On peut aussi créer avec, sans gaspiller, juste avec un petit bol d'eau. On peut faire plein d'activités super sympas, faire de la peinture, fabriquer sa peinture, faire de la peinture avec des bulles, se faire des cocktails hyper colorés avec des glaçons. Et comme ça, on observe en même temps comment est-ce que réagissent ces différentes formes de l'eau, la version solide sous forme de glaçon, la version liquide. Ça permet de remettre un petit coup sur le cycle de l'eau et les différentes transformations de l'eau. Donc voilà, c'est un thème qui est super riche. Moi, j'ai toujours plein d'idées qui me viennent en tête. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les enfants là-dessus. Tu parlais tout à l'heure que tu as démarré par hasard avec les enfants parce qu'il y a eu le contexte du confinement et que tu t'es dit autant faire. Par quelles activités tu as démarré toi, personnellement? Avec mes enfants, du coup? Ouais. Alors, je pense qu'on a démarré, mais tout simplement avec, en effet, des expériences scientifiques. Je crois que justement, j'essayais d'expliquer à ma fille le réchauffement climatique, parce qu'elle commençait à me poser la question, et pour elle, c'était un contexte, mais tellement abstrait. Donc, je me rappelle que j'avais essayé de lui faire un petit schéma. J'avais représenté la Terre, j'avais représenté les couches, l'atmosphère, avec les rayons du soleil, etc. Alors, après, elle était petite à l'époque, elle avait 3 ans et demi, mais j'essayais de lui expliquer ça. Et puis, je voyais qu'elle c'était pas super clair. Et en fait, on a fini par aller chercher 2 verres d'eau et un saladier dans la cuisine. On a rempli nos 2 verres d'eau. On les a mis au soleil. Et par-dessus un de ces 2 verres d'eau, on a mis un saladier. On a attendu un petit peu. Et on est revenu au bout de quelques minutes. Et je lui ai dit, tu vois, là, il n'y avait rien par-dessus. Tu vas voir quelle température, en mettant ton doigt, il y a dans le verre. Et là, avec la cloche qu'on a fait par-dessus, donc qui représente le réchauffement climatique, la couche d'ozone, etc., quelle température il fait dans le verre. Et en effet, il y avait un des verres dans lequel l'eau était beaucoup plus chaude. Et là, ma fille a compris. Elle dit, ok, il fait beaucoup plus chaud parce que c'est comme s'il y avait un manteau par-dessus le... Et en fait, les enfants ont tellement cette capacité à expliquer beaucoup plus simplement aussi des notions que nous, on galère à leur expliquer en leur faisant un schéma, en essayant de trouver des mots un peu... Et finalement, en 2 secondes, elle a résumé en parlant de manteau, quoi. Et justement, est-ce que tu sais pourquoi les expériences scientifiques, ça parle autant aux enfants? Oui, parce qu'en fait, ils vont mettre en place eux-mêmes l'écosystème qu'on a envie de tester ou d'observer. Ils vont y ajouter des éléments extérieurs. Donc là, typiquement, on a ajouté notre saladier pour simuler l'effet de serre. Et après, ils vont observer. Ils vont observer, et elle a observé, donc visuellement, on ne voyait rien, mais quand elle a trempé ses 2 doigts dans les 2 verres d'eau et qu'il y avait clairement une différence de température entre les deux, elle a compris tout de suite que d'elle-même, en fait, elle a fait l'expérience, elle a testé, elle a eu ses sensations sur ses doigts, et là, tout de suite, elle a compris
elle a compris tout de suite de quoi il s'agissait. Et ça, c'est le cas quand on explique l'effet de serre. Mais quand on veut montrer aux enfants comment fonctionne la photosynthèse et qu'ils vont voir des bulles apparaître, donc des bulles d'air, ils vont comprendre tout de suite qu'en effet, les feuilles libèrent de l'air, etc. Donc, en fait, ils manipulent et ils comprennent et ils observent en direct. Pour que eux intègrent, de toute façon, on le sait, les enfants intègrent en jouant. Ouais. Il faut absolument passer par cette manipulation et cette construction que eux-mêmes, ou eux-mêmes, ils sont acteurs, en fait. Ouais, tout à fait, c'est ça. Comme tu dis, ils sont acteurs parce que c'est eux qui vont faire et observer. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des enfants que tu as déjà rencontrés, toi, si tu animes des ateliers, qui sont pas intéressés, qui comprennent pas ce que c'est l'écologie, ou naturellement un enfant, la nature et tout son environnement, il y est attiré? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question. Parce que j'ai quand même rencontré un paquet d'enfants dans les ateliers que je fais en direct à l'école ou dans des événements avec eux. Et en effet, alors il y a des différents niveaux d'attrait et différents niveaux de connaissances initiales. Mais en effet, de mon souvenir, je pense ne jamais avoir rencontré d'enfants qui ne comprenaient pas et qui n'étaient pas du tout intéressés. Il y a des enfants qui sont pas du tout sensibilisés et qui découvrent, mais qui sont tout de suite intéressés quand même parce qu'ils comprennent que c'est quelque chose d'immédiat pour eux, un arbre, une abeille, une fleur. C'est quelque chose qu'ils voient quasiment tous les jours quand même. Et en général, on est surpris du degré de connaissance qu'ont les enfants. Je suis souvent surprise. Ça m'arrive d'intervenir dans les écoles et les maîtresses me disent « Alors nous, c'est une thématique qu'on n'a pas du tout abordée ». Et d'arriver et de parler de choses avec les enfants et qui percutent tout de suite et qui me donnent des exemples. Des fois, ils ont pas forcément fait rapprochement, mais là, ils font le rapprochement tout de suite. Et en fait, ils ont plein de petites billes. Rien que le recyclage, en fait, les enfants sont tellement immergés là-dedans, c'est tellement naturel pour eux aujourd'hui. Moi, petite, j'ai vu ce recyclage se mettre en place et aujourd'hui, pour moi, c'est naturel, mais j'ai suivi cette espèce de protocole qui a été mis en place. Eux, ils le font depuis tout petit. On leur a parfois même pas expliqué à quoi ça correspondait. Je m'en suis rendu compte avec mes enfants qu'en fait, je leur ai toujours dit, alors ça, c'est telle poubelle, ça, c'est telle autre poubelle, ça, c'est compost, etc. Et en fait, un jour, ma fille m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe après? Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, on leur avait jamais expliqué. En fait, ces enfants ont vraiment une connaissance, je pense, qui est déjà au-dessus de ce que nous, on veut bien penser et admettre. Qu'est-ce que tu penses de l'image qui est parfois renvoyée de l'écologie, que c'est quelque chose pour les gens privilégiés, bourgeois, tu sais, on parle des bobos écolos, et que c'est loin des préoccupations des gens qui n'ont pas les moyens et que c'est des problèmes de riches dans le sens où ça peut inclure plein de choses, hein, mais acheter bio, faire attention à comment on se déplace, à tout ça. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Alors oui, en effet, je trouve qu'il y a ce terme de bobo écolo qui ressort beaucoup, de se dire bah oui, mais bon, acheter en vrac, c'est pas forcément accessible à tous. Il y a des gens qui se sentent pas concernés non plus. Hein. Il y a même des gens qui disent que le réchauffement climatique n'est pas réel et que c'est qu'un complot politique, etc. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, il y a beaucoup de gens qui se disent bah l'écologie c'est pour les bobos. Moi, je suis pas d'accord parce que déjà on est tous concernés, on vit tous sur la même planète, donc a priori les impacts on va tous les subir et au même niveau. Mais qu'en plus, quand on se dit acheter en vrac ou acheter bio, moi j'ai pas forcément les moyens. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut mettre en place qui sont faciles d'accès, simples au quotidien, peu coûteuses, voire même des fois qui font faire des économies, que du coup je suis pas vraiment d'accord avec ça. Typiquement, nous on achète aujourd'hui beaucoup, essentiellement quand mes enfants ont envie de jouer ou de livres, on achète beaucoup d'occasion. Et ça c'est mais à la fois un geste écologique et économique. Et aujourd'hui les réseaux sont tellement développés pour acheter d'occasion, c'est tellement simple entre les brocantes, les sites internet, les événements qui sont organisés dans les écoles, et choses comme ça. Que du coup, pour moi, c'est pas un vrai argument de se dire c'est un truc de bobo et il faut avoir du budget quoi pour faire des choses. C'est plus aussi l'accès à l'éducation qu'on peut avoir autour de ces thèmes-là, ou pour des gens qui n'ont pas les moyens, c'est pas une priorité. Il y a des priorités de survie, il y a des priorités complètement autres. Alors qu'aujourd'hui, tout le message des gens qui sont militants pour l'écologie, c'est de dire quelque part, c'est notre avenir et c'est de la survie parce que la planète qu'on aura dans quelques années, elle doit être vivable au final. Comment est-ce que tu changes ça, ce prisme-là? Est-ce que tu as la sensation qu'à l'école, tu interviens dans les écoles, il y a des choses qui sont faites au quotidien où les enseignants et enseignantes sont trop pris par leur demande académique? Comment est-ce que ça s'articule l'écologie à l'école? Il y a un petit peu de tout.
J'ai l'impression quand même qu'on parle de plus en plus d'école dehors, des bienfaits de la nature sur l'enseignement et que cette nature peut aussi venir en soutien de l'enseignement classique. On en parle de plus en plus. Alors, c'est pas encore admis dans les programmes. On ne pousse pas encore assez les enseignants à aller faire classe dehors. Mais il y a quand même de plus en plus d'enseignants chaque année, j'ai l'impression, qui mettent ça en place, qui osent se lancer. Et il y a de plus en plus de supports qui existent pour les accompagner aussi. Donc ça, c'est chouette. Après, évidemment, chez les enseignants, il y a quand même de tout. Il y a des enseignants qui n'ont pas non plus cette nature à proximité. Donc évidemment, c'est très compliqué de se dire on va faire classe dehors. Mes enfants, ils ont la chance d'avoir la forêt de l'autre côté de la rue. Donc ils ont juste une petite rue à traverser pour pouvoir y aller. Donc évidemment, c'est plus simple pour ces enseignants-là. Et malheureusement, ce n'est quand même pas mis en place par tous les enseignants de l'école. Comme quoi, c'est une question aussi d'état d'esprit, de peut-être d'oser se lancer. Et puis de sensibilité, parce qu'il y a des enseignants qui vont avoir des projets tout aussi louables. L'écologie fait partie des gros sujets de notre époque, mais il y en a aussi qui sont très importants aussi à aborder avec les enfants. Donc il y a des enseignants qui vont se consacrer à ces autres sujets-là. Mais de plus en plus, l'école dehors est mise en place. Les enseignants veulent en parler avec les élèves, veulent mettre en place des choses avec les parents, veulent sensibiliser parce qu'en fait, les enseignants, ils ont aussi un rôle qui est énorme. Parce que nous, en tant que parents, on va sensibiliser nos enfants. On va peut-être sensibiliser nos neveux et nièces, les copains-copines de nos enfants, etc. Mais on a un rayonnement qui va être limité. Un enseignant, parce que moi je l'ai observé dans une école avec laquelle j'ai travaillé cette année, j'ai une enseignante qui a créé une comédie musicale qu'elle a écrite et elle a proposé à tous les enseignants de se dire notre spectacle de fin d'année on le fait là-dessus. J'ai écrit un volet pour chaque classe et donc je suis allée à cette représentation qui était magnifique parce qu'en fait elle a réussi à sensibiliser tous les enseignants, tous ses collègues, tous les enfants qui étaient emballés par ce projet, on voyait qu'ils étaient investis, que ça les habitait, etc. Et derrière, le jour de la représentation, elle a réussi à rayonner sur l'entièreté des parents, et même plus largement, parce qu'il y avait même des grands-parents et des amis qui étaient présents pour cette représentation. Donc en fait, le halo des enseignants peut vraiment être encore plus large que nous, ce qu'on peut avoir dans notre cercle familial. Alors là, on a parlé de toutes les petites activités qu'on peut mettre en place, de comment on explique aux enfants les enjeux. Donc, on le répète, c'est via le fait de les impliquer, qu'ils soient acteurs et de la création. C'est pas tant à expliquer par A plus B ce qui est en train de se passer. Ils ont un peu rien à faire. Sur ton site, je sais que tu parles de jeux de société qui peuvent aider à sensibiliser. Est-ce que tu peux nous parler de tes petites recommandations ? Le jeu de société, ça fait partie justement des exemples concrets qui démontre qu'on peut s'amuser, passer un bon moment ensemble et aborder des thématiques environnementales sans créer d'éco-anxiété, en fait, juste en montrant que ça fait partie des sujets dans ce moment. Et il y a plein de petits jeux pour tous les âges. Il y en a des très petits, des tout petits, des 2-3 ans, des choses qu'on peut mettre en place pour... alors par exemple, il y a une super marque qui s'appelle BioViva, qui est une marque française, qui est éco-conçue, sans emballage plastique autour, etc. Donc déjà, les jeux sont très bien conçus et en plus sur des thématiques qui sont géniales. Il y en a une pour les plus petits qui s'appelle Playa Playa, je crois, où on va nettoyer la plage des déchets pour montrer qu'il y a des animaux en dessous de la mer et qu'on va les protéger, etc. Et derrière les déchets, on va les trier, etc. Donc c'est top. Il y a des choses où on va pouvoir aussi protéger les animaux, les mettre à l'abri sur la banquise. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire des tout petits. Et puis après des sujets un peu plus complexes, toujours de la marque BioViva, la famille Zéro Déchet a fait un jeu aussi. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une offre de jeux de société qui est hyper étendue pour tous les âges, parce qu'on a compris qu'on pouvait jouer aussi avec des petits-enfants et qu'on pouvait aussi intégrer ces petites thématiques par touche dans ces jeux-là, et ça, c'est chouette. Est-ce que toi, tu as de l'espoir pour l'avenir ? Oui, j'ai toujours des phases d'angoisse quand même, avec tout ce qui se passe. Mais oui, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que je me dis que justement, j'ai l'impression que les choses bougent. Alors les choses bougent aussi parce que là en ce moment on se prend le réchauffement climatique aussi. Ça fait plusieurs étés qu'on a des étés quand même assez chauds et rudes avec de la sécheresse. Donc on n'a plus le choix on peut plus fermer les yeux là-dessus. Mais je sens vraiment un élan dans les écoles, dans les familles, chez les enfants, dans les crèches même. Les crèches se soucient de ça aussi. Je sens quand même un espèce d'élan des entreprises. Le gouvernement aussi quand même met en place des budgets là-dessus. Donc moi, je sens un vrai élan. Et je me dis que justement, en sensibilisant nos enfants petits aussi, ça peut que nous faire gagner des années, quelques degrés peut-être à long terme. Mais ouais, j'ai quand même de l'espoir de me dire qu'à un moment donné, on va quand même tous s'y mettre. Il y a encore beaucoup de greenwashing, mais
je pense qu'on va quand même finir par tous s'y mettre, faire des petites actions, des grosses actions collectives et qu'on va enrayer tout ça. Mais ouais, j'ai quand même de l'espoir. Ce que toi tu fais, c'est ce qu'on appelle le colibri, c'est ça? De semer des petites actions qui vont se répercuter. Il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas tellement à nous, les individus, de faire quelque chose, parce que ceux qui polluent le plus et ceux qui abîment le plus la planète sont des gens avec beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de moyens et qui polluent à beaucoup plus grande échelle que nous. Il y a beaucoup de culpabilité sur l'individu. T'as la sensation qu'en formant les enfants à la sensibilisation à l'écologie, peut-être plus tard, il y aura moins de gros pollueurs parce que c'est eux qui vont diriger la planète? Bah ouais, tout à fait. Ce sera les chefs d'entreprise de demain, les gens qui seront les décideurs de demain. Et en étant sensibilisés, évidemment, qu'ils prendront pas les mêmes décisions que les décideurs d'aujourd'hui, qui se volent encore un petit peu la face là-dessus. Donc, évidemment qu'on est déjà aussi en train de former les décideurs de demain. Ça, c'est hyper important. Mais comme tu dis, il y a une très grosse culpabilité qui pèse sur l'individu aujourd'hui. Et c'est ça qui pousse encore beaucoup de monde à l'inaction en se disant, en fait, moi, je suis rien. Et si les entreprises bougent pas, je ne bougerai pas. Alors déjà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font des choses. Et par peur du greenwashing aussi, qui n'osent pas communiquer. Moi, je travaille quand même encore avec les entreprises aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui me disent, mais nous, on n'ose rien dire. On fait beaucoup de choses, mais on n'ose pas le dire parce qu'en fait, on a peur que ce soit assimilé à du greenwashing, qu'on nous reproche des choses. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font des choses aujourd'hui. Donc ça, c'est très rassurant. C'est ce qu'il faut se dire aussi en tant qu'individu. Mais nous, en tant qu'individu, déjà, on a quand même ce pouvoir de se dire, en consommant mieux, on dicte quand même les décisions des grosses entreprises et des gros groupes aujourd'hui. Si on continue d'acheter des choses, de faire venir des choses de Chine et des fruits et légumes de l'autre bout de la planète, évidemment que s'il y a de la demande, il y aura toujours des entreprises qui se positionneront là-dessus. S'il y a plus de demande ou de moins en moins de demande, les entreprises réfléchiront différemment. Donc on a quand même du poids. Alors évidemment que ça reste du poids collectif, il ne faut pas qu'on soit seul dans notre coin à le faire, mais si chacun part du principe que seul on peut rien faire et que j'attends que tout le monde bouge pour moi bouger, personne ne bougera jamais en fait. Donc non, il faut insuffler cet élan aussi et se dire qu'on a quand même ce poids individuel. Il y a quand même beaucoup de chiffres qui sont inquiétants aujourd'hui avec ces degrés qui augmentent, avec cette pollution, ces personnes qui meurent aussi de la pollution chaque année, etc. Mais il y a aussi des chiffres qui sont très, très, très encourageants et qui sont liés aux initiatives individuelles. Il y a quand même cet hiver, par exemple, il y a eu des très, très grosses économies au niveau du chauffage, au niveau des énergies. Et ça, c'est un effet individuel. Alors collectif, mais individuel. Mais en fait, à notre niveau, on peut faire beaucoup de choses qui ont quand même du poids. Et je trouve que c'est dur, même nous, en tant que parents. Enfin, moi, je suis un gros exemple de paradoxe. C'est-à-dire qu'on a un potager, on a des fleurs où il y a plein d'abeilles qui viennent butiner, mais j'ai la clim. Mais j'ai pas de composteur, j'en avais un, j'en ai plus. Enfin voilà, c'est très compliqué, je trouve, parce qu'on voudrait le militantisme parfait. Ouais. On vit dans un monde qui permet pas ça. Non. Et je trouve qu'on a peut-être cette culpabilité en tant que parent de dire ouais, mais moi je peux pas lui parler d'écologie ou lui dire de faire ça, puisque de toute façon, je prends ma voiture tous les jours et voilà, je sais pas ce que je fais avec, je vais au travail où j'ai pas le choix, ou je prends encore l'avion et parce que j'aime voyager. C'est super dur, je trouve, aujourd'hui avec toutes les injonctions. Tout le greenwashing, il s'applique aussi aux individus dans le sens où on peut nous pointer du doigt en disant oui, mais t'es gentil, tu fais ça, mais tu fais aussi ça et tu fais pas ci. Et c'est ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que t'es beaucoup plus à te concentrer sur ce qu'il est possible de faire et profitons déjà des petits gestes plutôt que de pointer du doigt oui, tu prends encore ta voiture, c'est pas bien. Non, c'est pas du tout ton discours. Mais je trouve que nous, on l'intègre en tant que parents et que parfois, même moi, je me dis ouais, je suis quand même gonflée de dire ça à mes filles alors qu'on a la clim. Ouais. Ouais, mais on peut pas tout faire bien. Et comme tu le disais, il faut pas oublier, alors déjà, il faut se déculpabiliser. Et il faut pas oublier qu'on vit dans une société qui nous impose ça. Aujourd'hui, on est obligé, alors pas obligé, pas tout le monde, mais on est quand même obligé de prendre notre voiture, entre guillemets, pour travailler. On est obligé d'utiliser des smartphones pour communiquer. On est obligé, quand on court, moi, tous les jours, moi, je suis la première à dire, faut faire des goûters maison, faut les faire avec ses enfants pour passer un bon moment. Mais moi, je suis aussi la première, quand je suis dans une semaine de rush, à aller acheter un gâteau tout fait pour leur mettre dans leur boîte à goûter et qu'ils aient un truc à manger. Et ils sont très contents et ils apprécient aussi même d'avoir ce petit gâteau industriel de temps en temps parce que ils se rendent compte qu'en fait, personne n'est parfait, qu'on peut pas tout faire parfaitement bien. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est d'accepter cette ambivalence dans nos gestes, de se dire, on peut pas tout faire bien et il faut pas pointer du doigt ce qu'on fait pas, mais justement essayer de prendre conscience
de ce qu'on fait déjà bien et qu'on a une marge de progression aussi, hein. Mais on vit dans une société qui ne nous aide pas encore toujours, qui le fait de plus en plus en mettant en place des infrastructures adaptées. Mais voilà, il faut pas oublier qu'on est dans un pays développé, qu'on a des obligations, qu'on a des exigences financières et que malheureusement tout ça nécessite une empreinte carbone pour l'instant qui est globalement trop élevée en France. Merci beaucoup Mélanie pour toute la partie pour les gens qui écoutent, qui sont adultes. On va passer maintenant à une nouvelle partie que je suis contente de développer. On va passer à la partie qui s'adresse aux enfants. Si vous avez des enfants, vous allez pouvoir leur faire écouter ces quelques dernières minutes. Si tu devais t'adresser aux enfants pour leur parler d'écologie, tu dirais quoi ? Alors déjà, je leur expliquerai ce que c'est l'écologie. Parce que l'écologie, c'est pas un mot qui parle à tout le monde. Alors déjà, l'environnement, c'est un ensemble de choses qui vivent les unes avec les autres et qui ont besoin les unes des autres pour vivre. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de la nature pour vivre, on a besoin des végétaux, on a besoin des animaux. Et qu'en fait, on forme un tout, une grosse famille, qu'on a besoin d'eux pour vivre et qu'ils ont besoin de nous pour vivre aussi. Donc ça, c'est l'environnement. Et l'écologie, c'est tout simplement le fait de se dire qu'on va protéger cet environnement parce qu'on a conscience qu'on a besoin de lui et qu'il a besoin de nous. Donc les enfants, vous avez bien écouté, il y a deux choses. Il y a l'environnement, on en fait partie chacun d'entre nous, et il y a l'écologie, et vous avez une âme qui est bien plus sympa que nous les adultes, parce que vous avez envie de protéger tout le monde. Donc on est là aussi pour vous aider à apprendre à protéger. Mélanie, est-ce que tu peux expliquer aux enfants une petite activité qu'ils pourraient faire à la maison avec leurs parents, et qui serait fun, et qui ferait partie d'un geste pour aider la planète ? Alors un geste qui plaît beaucoup aux enfants et aussi aux parents, ça va être de faire une petite activité manuelle avec des choses qu'on va récupérer dans la poubelle. Alors je dis pas de récupérer des trognons de pommes, mais par exemple de récupérer un emballage. Un emballage, alors que ce soit une boîte de paquets de gâteaux, de céréales, les trucs qu'on trouve au pire. Si vous en avez pas, vous allez chercher chez les voisins, il y en a toujours plein. Un emballage avec un côté carton et un côté un peu avec comme une couche de couleur un peu plus, c'est pas plastifié, mais une couche de vernis par-dessus. Et avec ça, on va pouvoir faire des super activités. Alors moi, ce que je peux vous proposer, un truc tout simple, c'est de fabriquer des cartes à gratter. Alors, vous allez récupérer ce fameux emballage, par exemple, de boîte de céréales. Vous allez récupérer une face que vous allez découper et vous allez faire une petite peinture magique, une peinture à gratter, dans laquelle vous allez mélanger tout simplement 3 doses de gouache noire et 1 dose de liquide vaisselle. Donc, on va mettre 3 noisettes de gouache noire et 1 noisette de liquide vaisselle. On va mélanger tout ça avec un pinceau. Et cette peinture magique, on va l'appliquer sur notre emballage qu'on a gardé, qu'on a récupéré, du côté coloré. On va laisser sécher. Et une fois que c'est bien sec, on va venir gratter la peinture comme une carte à gratter avec un pic en bois, avec un pic de brochette là, ou une petite lame de ciseaux, un truc comme ça. Et là, vous allez pouvoir vous amuser, comme vous vous amusez avec vos cartes à gratter, à dessiner des petits motifs dessus. Et en dessous, vous allez voir apparaître la couleur qu'il y a dessous. Et c'est une super activité. Et moi, c'est vrai que ça, j'adore expliquer aux enfants que récupérer des emballages et faire soi-même, se fabriquer soi-même quelque chose qu'on aurait acheté, qu'on aurait reçu avec du plastique autour, qu'on aurait fait venir en camion parce qu'on se le serait fait livrer, c'est déjà un super geste pour la planète et un super moment qu'on passe ensemble parce que les enfants vous êtes toujours ravis de créer vous-même et souvent les choses qu'on achète dans le commerce, on peut les fabriquer nous-mêmes. Merci beaucoup Mélanie, merci à tous les enfants qui écoutent parce que je sais que vous êtes nombreux, que vos papas et vos mamans ils vous font écouter de temps en temps le podcast, donc maintenant vous allez avoir une petite rubrique dédiée pour vous et vous allez pouvoir faire cette activité avec vos parents, rappelez-leur il y a des trucs très rigolos à faire avec tout ce qui nous entoure. Merci Mélanie. Merci Clémentine. C'était Mélanie Courrière, formatrice auprès des enfants pour les sensibiliser à l'écologie. Je suis Clémentine Sarlat, journaliste et hôte de ce podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux ou via WhatsApp parce que d'après Spotify, le podcast La Matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde et notamment via WhatsApp. Merci beaucoup, je vous suis infiniment reconnaissante de faire voyager ce podcast autour de vous. Si vous avez besoin de trouver un sujet sur un thème particulier, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr
Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le mot-clé et vous aurez sûrement, sur les 138 épisodes, un épisode qui concerne votre problématique ou la thématique recherchée. Merci à vous, prenez bien soin de vous, à la semaine prochaine.